Tant que vous n'avez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez ça le destin, disait Carl Jung. Le destin est le produit de nos actions, chez Sénèque le philosophe. Or, dans la Mésopotamie ancienne, apparut l'idée selon laquelle le destin serait écrit. D'ailleurs, pour Spinoza, le libre arbitre est une illusion. L'homme a conscience de ses actions, mais pas des causes qui le déterminent à agir. Vivons-nous comme un acteur jouant un rôle dans une pièce de théâtre écrite et mise en scène? Prenons-nous toutes nos décisions consciemment ou sont-elles toutes influencées par notre vie passée, notre éducation, la société en général, notre génétique? Qu'en est-il du choix de nos activités, nos relations personnelles et professionnelles? Les choisissons-nous de notre plein gré? Les chemins que nous prenons font-ils partie d'une carte prédestinée ou les créons-nous dans la forêt vierge de notre vie? Si l'on parle d'univers bloc, le passé est figé quelque part, inscrit à tout jamais. Le futur, lui, serait ailleurs, déjà écrit, déterminé. Nous aurions donc tous un destin. À l'inverse, si l'on accepte le concept de présentisme, le passé n'existe plus, le futur est immaculé de toute cause qui pourrait construire notre avenir. Alors, notre histoire est-elle écrite d'avance? Ou sommes-nous libres de nos vies, pouvant décider pleinement de nos faits et gestes? Certains auteurs, philosophes contemporains, voire scientifiques, font l'hypothèse que notre futur nous appelle en nous indiquant la route à suivre d'un destin tout tracé, via des synchronicités ou des intuitions. C'est la rétrocausalité. Notre vie, la plus juste, serait alors, d'une certaine façon, prédéterminée. Une partie de notre existence serait alors programmée, même si nous pourrions choisir comment naviguer sur le fleuve de notre vie. Libre arbitre et destinée sont-ils compatibles? Pour en parler, nous allons accueillir la docteure en philosophie des sciences, Christelle Apourchot, qui nous donnera des clés pour vivre plus en conscience et reprendre les rênes de notre vie, car vraisemblablement, ce qui influence nos comportements peut être conscientisé pour mieux être contrôlé. Cyril Michon nous rejoindra par téléphone. Il est professeur au département de philosophie de l'Université de Nantes. Il nous présentera ses définitions du déterminisme, du libre arbitre et de la liberté. Enfin, Françoise Nallet, praticienne en thérapie par la mémoire cellulaire, nous expliquera comment nos programmes inconscients, nos mémoires cellulaires, venant de nos lignées ou d'autres vies, peuvent orienter nos pensées et notre existence. Je m'appelle Thierry Penin pour vous accompagner dans cette série de podcasts Inexploré Digital. Vous trouverez d'ailleurs via le site et l'appli Inexploré cette grande odyssée humaine à la croisée des mondes. Inexploré, c'est une boussole pour naviguer de la science à la spiritualité, du visible à l'invisible, grâce à des interviews inspirantes, des témoignages passionnants, ainsi que des articles qui stimulent la conscience. Docteur en philosophie des sciences, Christelle Apourchot a enseigné l'éthique des neurosciences à l'Université de Lyon. Sa thèse de doctorat, Un nouveau libre arbitre, a d'ailleurs été éditée aux éditions du CNRS. Bonjour Christelle. Merci d'être venue du Lot pour nous parler de libre arbitre. Alors qu'est-ce qui vous a amené à ce sujet de doctorat? C'est un vaste sujet, libre arbitre, destin. Comment on s'intéresse à ça? Je crois que c'est très personnel, que ça a commencé à me tarauder à l'adolescence, à vrai dire, ce sujet. Et ça m'a poursuivi jusqu'à mes études de philosophie à l'université. Et il se trouve que petit à petit, je me suis intéressée au cours de mes études à la philosophie des sciences et notamment à l'éthique des neurosciences, à tout ce que ça pouvait poser comme problématique. Et voilà, et cette question du libre arbitre qui était ancrée en moi depuis longtemps a ressurgi à ce moment-là en me disant mais en fait, est-ce que dans les neurosciences, je pourrais trouver une réponse à ma question sur ce libre arbitre? Est-ce que vous avez trouvé? J'ai trouvé une réponse qui a tendance à évoluer au cours du temps. C'est ce que vous m'avez dit, on va en parler. Donc, en attendant peut-être cette réponse que vous allez nous offrir,
Vous parlez de déterminisme causal. Alors le déterminisme, on sent bien que voilà, tout est déterminé, on est sur des rails, rien ne peut bouger, c'est comme ça. Mais alors, qu'est-ce que le déterminisme causal? Le déterminisme causal, c'est une notion un petit peu difficile à appréhender, mais qu'on peut percevoir dans les sciences, notamment dans les sciences contemporaines. C'est une notion qui dit que si j'ai connaissance de tous les états du monde, de toutes les données du monde à un instant T, et si je connais par ailleurs les lois de la nature, eh bien, je peux en déduire ce qui va se passer à l'instant d'après. C'est le démon de la place, hein, on en a parlé, capable Exactement. d'appréhender l'infinité des variables constituant l'état du monde à un moment T afin d'en déduire les états du monde passé et futur. C'est-à-dire que tout serait compact, le futur, le passé, le présent, et que rien ne peut bouger. Alors, il faut bien comprendre que chez Laplace, c'est quand même une intelligence surhumaine, c'est une intelligence absolue, omnisciente, qui aurait connaissance de vraiment toutes les données à un instant T. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Ça veut dire qu'en tant qu'être humain, nous, on ne pourrait pas avoir accès, évidemment, à cette infinité de données. Néanmoins, c'est un présupposé que les scientifiques utilisent dans leur méthodologie. En tout cas, ils essayent de réduire à quelque chose de très matériel pour pouvoir justement avoir l'ensemble des données dans un espace. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, ce déterminisme causal, il est appliqué dans les sciences, mais de façon un petit peu déformée du coup. Parce que c'est impossible d'isoler vraiment du reste du monde un système. Alors, vous avez beaucoup travaillé sur justement cette idée qu'on est automatisé, qu'on est robotisé, qu'on est dans cette matrice presque où bah voilà, on avance comme le monde est, comme il nous a programmé et comme on le programme dans le futur. Et vous avez, on va en parler, tendance à dire que tout ça, on peut petit à petit finalement se libérer des programmations. C'est ça votre idée? Tout à fait. Alors, j'ai fait mes recherches en explorant les données scientifiques, notamment en neurosciences cognitives. Et petit à petit, j'ai découvert, enfin en fait, j'ai pas découvert moi-même, mais en lisant ces données, on s'aperçoit que effectivement, quand on étudie le cerveau, on arrive à isoler des mécanismes, on arrive à voir que tel processus neuronal peut précéder une prise de décision, par exemple. Néanmoins, le cerveau est très malléable et lui-même peut moduler, si vous voulez, notre perception des choses. Notamment, je pense au processus attentionnel. Donc, on parle beaucoup en neurosciences contemporaines de mécanisme top-down, par opposition au mécanisme bottom-up. Donc ça, c'est de l'anglais, mais ça veut dire qu'en gros, on a quelque chose de supérieur qui influence l'inférieur, et pas seulement l'inférieur qui influence le supérieur. C'est-à-dire que par inférieur, j'entends par exemple la lumière qui parvient à mon œil va produire une perception. Donc elle va provoquer dans mon champ visuel une image. Mais par exemple, par mon attention, par la façon dont je dirige mon attention, je peux moduler cette perception. Et ça, D'accord. ce serait plutôt un mécanisme du haut vers le bas, qui va influencer ma perception des choses. Vous êtes maître de ce que vous recevez, vous devenez maître de ce que vous recevez. Vous ne faites pas qu'être esclave de ce qui se passe autour. Vous devenez acteur de la sensation qui vient Exactement, à vous. notamment par la façon dont on dirige son attention. Alors ça, les méditants le connaissent bien. C'est-à-dire qu'on peut soit focaliser notre attention sur un point précis, soit avoir une attention très large, très diffuse, qui va faire en sorte que, par exemple, je peux percevoir quelque chose qui est très éloigné du centre de mon attention, enfin quelque chose de hors... quelque chose qui se trouve à la périphérie de mon champ visuel, par exemple, je vais pouvoir le percevoir de manière beaucoup plus efficace, et puis d'ailleurs le percevoir tout court, parce qu'on n'a pas
toujours cette perception de la périphérie quand on est très focalisé sur le centre, justement. Et du coup, le fait d'avoir cette attention élargie, on va percevoir beaucoup plus facilement quelque chose qui se trouve à la périphérie. On a un impact sur nous-mêmes dans ce cas. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase? Si nous sommes le résultat d'une conjonction de causes, nous sommes aussi la cause de résultats futurs. J'entends ça quand vous parlez effectivement de dire oui, l'environnement qui est là, ce studio, ce micro sont là, mais je peux aussi l'accueillir à ma façon. C'est ça. Tout à fait. C'est justement ce que j'ai essayé de montrer dans ma thèse. C'est qu'on confond parfois le déterminisme causal avec le réductionnisme matérialiste. Alors ça, c'est des termes un peu techniques, mais ça veut dire que, par exemple, certains neuroscientifiques ont dit que toute notre pensée, nos comportements, tout se réduit aux processus qui ont lieu dans notre cerveau. En fait, c'est un peu réducteur. Et l'idée du déterminisme causal, c'est pas quelque chose qui agit sur moi et qui me fait agir comme si j'étais une marionnette, si vous voulez. Mais au contraire, moi, mon action, mon comportement, mes pensées, la façon justement dont je dirige mon attention fait partie de cet enchaînement des causes et des effets. Et mon action est efficace et aura des conséquences sur l'avenir. Donc, on peut avoir un libre arbitre sur notre avenir ? On peut, en tout cas, se libérer de certains déterminismes, par exemple les déterminismes au niveau inconscient. Alors, c'est très spinoziste, mais on peut prendre conscience de choses qui nous influencent pour pouvoir s'en détacher, s'en distancier et moduler notre réponse comportementale à ces informations. Pour Spinoza, le libre arbitre est une illusion qui vient de ce que l'homme a conscience de ses actions. Bon, il a conscience de ses actions, on a conscience qu'on est en train de dialoguer, mais on serait moins conscient des causes qui déterminent à agir. Donc on ne sait pas pourquoi on parle. Enfin si, on sait pourquoi on parle, on sait qu'on fait une interview, mais quelque part, il y a quelque chose de mécanique finalement qui serait en nous. C'est ça, donc c'est toujours l'idée de l'ensemble de ces causes auxquelles le démon de la place avait accès. Et nous, en tant qu'êtres humains, on n'a pas accès à toutes ces causes, mais peut-être que si on y avait accès, on arriverait à savoir ce qui va se passer ensuite. Mais c'est pas tout à fait, voilà, moi, c'est pas tout à fait la façon dont j'ai voulu le formuler, si vous voulez. C'est que quand on prend conscience de ces causes, ça a en tant que tel une influence sur l'issue de ma pensée, de ma décision. Donc, ça change l'avenir, en fait. Le fait de prendre conscience de certaines causes qui nous déterminent va changer notre comportement. D'accord, c'est-à-dire que j'ai eu des parents, des grands-parents, donc j'ai des valeurs, j'ai des défauts familiales peut-être, des qualités familiales de mon histoire. Et quand je prends conscience qu'en fait, cela me construit en partie, je peux du coup choisir si ça fait partie de moi, parce que j'aime bien, ou si je le veux plus, c'est ça ? C'est ça. Ça fait partie des choses qui nous déterminent. Notre éducation, notre environnement social, les prédispositions biologiques aussi, génétiques, qui ont peut-être moins d'impact que ce qu'on a pu penser, mais néanmoins, elles en ont un. Et effectivement, on peut, par la prise de conscience, se libérer. Alors, soit les endosser comme quelque chose, comme vous venez de dire, qui est réellement une partie intégrante de notre personnalité, parce que c'est quelque chose dont on est plutôt fier. Soit se dire, moi, j'ai pas envie de faire comme mes parents ont fait, voilà, et je vais du coup prendre conscience de toutes ces problématiques et m'en libérer. Et je suis plus acteur de ma vie, du coup. Oui. C'est comme... on parlait toujours de l'exemple de boulanger de père en fils, et soit je le fais parce que bon voilà, je me suis pas posé plus la question que ça, et puis bon voilà, j'ai un métier, un salaire, et je pars en week-end, soit je me dis mais tiens, pourquoi je suis boulanger quoi ? C'est ça. Alors après il y a d'autres choses, il y a l'éducation, enfin voilà, le passé, l'environnement familial, mais c'est vrai que tout à l'heure je parlais des choses qui nous influencent inconsciemment. Là, c'est beaucoup de psychologie
sociales. Bon, vous connaissez les expériences de Milgram, de soumission à l'autorité, ce genre de choses. Enfin, c'est vrai qu'il y a tout un panel de déterminisme là au niveau psychologique, situationnel, où on est dans des situations, des contextes où finalement notre comportement est dicté plus par des choses qui nous sont extérieures que par nos valeurs ou par nos envies, enfin ce qu'on souhaite faire, Ce que vous vraiment. voulez dire, c'est que notre inconscient serait plus fort que les valeurs auxquelles je pourrais croire à un moment donné. Il prend le dessus. Oui, tout à Et fait. comment on pourrait faire pour justement que ce qui influence nos comportements puisse être conscientisé et du coup mieux contrôlé? C'est un peu ce que vous dites, hein, d'ailleurs, dans votre livre, reprendre un petit peu le contrôle sur notre partie inconsciente et dire c'est peut-être moi qui commande. Qu'est-ce que vous proposez pour arriver à cela? Déjà, diffuser ces informations, ces expériences, c'est très important. D'ailleurs, les expériences de Milgram, elles ont fait un tollé. Enfin, c'est vrai quand on s'aperçoit qu'on est si influençable, quand on est soumis à une autorité extérieure, qu'on est prêt à torturer des gens, parce que c'est vraiment ça qui s'est passé. Oui, c'est l'histoire d'un scientifique qui dit à une personne, il y a une D'appuyer sur un question, bouton. à chaque fois qu'il donne une mauvaise réponse, on Ouais. monte le niveau du courant de l'électricité. Jusqu'à faire vraiment mal à la personne. Et parce que c'est un scientifique, la personne le fait en se disant c'est l'autorité, hein, c'est le scientifique qui me le dit, donc Oui, je vais aller jusqu'à tant de volts, quoi. c'est ça. Parce qu'il y a un contexte, voilà, d'un laboratoire. Enfin, on est volontaire pour se soumettre à une expérience. Donc, on a accepté d'une certaine façon d'y participer. Et puis, on a quelqu'un en blouse blanche, voilà, qui nous dit de faire ça. Et en l'occurrence, il y a très peu de personnes qui ont dit non, je ne veux pas le faire. Enfin, beaucoup ont été jusqu'à des degrés j'allais dire d'électrochoc, mais c'est pas tout à fait le terme. Pas loin au bout d'un moment. Oui, c'est ça, voilà. Donc, c'est vrai que ça interroge, quoi. Ça interroge On beaucoup. est tous programmés comme ça, parce qu'on est à peu près tous ici dans le studio, et puis ceux qui nous écoutent, aller à l'école. Donc, quelque part, l'autorité, ça parle à tout le monde. Et inconsciemment, comme ça nous traîne encore en tant qu'adultes, cette autorité-là, par exemple. Oui, alors on s'en libère petit à petit. Et après, on peut interroger aussi le modèle scolaire actuel. Enfin, est-ce que l'objectif, c'est de soumettre à une autorité des enfants qui apprennent et qui boivent les paroles d'un maître, ou est-ce qu'on forme des individus qui, justement, vont acquérir un sens critique, pouvoir partager sur Internet les informations qui sont fiables de celles qui ne sont pas fiables? Ça interroge beaucoup. Mais évidemment, au fond, ce qui nous guide aussi, c'est la relation à l'autorité parentale. Enfin, quoi qu'il en soit, on a été éduqué par un adulte et on se soumet à cette autorité-là jusqu'à ce qu'on puisse s'en défaire. Alors, à part la crise d'ado, comment on peut se défaire un petit peu de se dire, ça y est, je suis un adulte et je peux faire mes choix, j'ai envie de faire mes choix. Et comment savoir qu'on fait des vrais choix qui viennent vraiment de nous? Vaste sujet. Prochain livre de Christelle Pourchaud. Alors là, c'est vraiment complexe. Mais justement, je pense que de faire ce travail, en tout cas, de conscientisation, d'analyse, hein, on pourrait parler de... Vous m'avez parlé d'hypnose, par exemple, pour... Oui, alors ça, l'hypnose, c'est encore autre chose parce que ça... c'est très utile pour tout ce qui est addiction, par exemple, pour se libérer de certains automatismes, mais là, vraiment très pulsionnels. On arrive à désautomatiser ça par l'hypnose. Et ça peut être intéressant quand on se sent vraiment accro ou sous l'emprise d'un produit, par exemple, soit de la nourriture, soit de la cigarette, soit d'autres choses. Et du coup, j'ai parlé dans ma thèse de l'hypnose parce que ça me paraissait intéressant de cette idée que l'hypnose, qui est quand même quelque chose au premier abord qui ressemble à de la soumission, hein, puisque c'est quelqu'un qui hypnotise. On a l'impression d'être totalement le jouet de quelqu'un d'autre. Et paradoxalement, cette influence nous libère d'une emprise qui est autre, finalement. Et donc, j'ai eu cette thèse un peu
provocante de dire que l'hypnose finalement serait un outil pour se libérer de ces automatismes, de ces déterminismes finalement qui nous influencent au quotidien. J'ai un petit peu revu ma copie depuis. J'ai pris conscience aussi que l'hypnose, finalement, ça pouvait être utile dans certains cas bien précis, mais qu'elle avait aussi ses limites. Donc, effectivement, ça pouvait être très utile pour se libérer des addictions, pour éventuellement guérir d'une dépression passagère, légère, liée à un deuil, par exemple. Enfin, mais que voilà, dans certains cas, des contextes peut-être plus graves, en tout cas des pathologies avérées, il y avait des limites qu'il faut aussi conscientiser, ou en tout cas qu'il faut diffuser, informer les gens, si vous voulez, sur les limites. Sinon, ça devient après du charlatanisme. Bien sûr, non, bien sûr, ça c'est... Oui, bien sûr. Et vous êtes... donc, vous avez fait ça, je suppose, si vous nous en parlez. Oui. Et vous vous êtes sentie plus libre, plus consciente, plus en accord avec vous-même, parce que c'est le but, quand on parle de libre arbitre, c'est de faire ce qui nous semble juste pour nous. Ça vous a aidé? Enfin, ça vous a fait évoluer? Oui, l'hypnose m'a beaucoup aidée à un moment donné de mon parcours, notamment pour la réduction du stress. Ça, c'est aussi quelque chose de très efficace, qui peut être d'ailleurs assez déstabilisant parce qu'on ne sait pas trop d'où ça vient et comment ça fonctionne, etc. Donc, j'ai voulu étudier ce processus-là en allant faire un stage de post-doctorat à Montréal. Et du coup, c'est vrai que c'est très efficace, mais c'est sur le court terme. Est-ce que vous pouvez me parler de votre vision du fatalisme, quand on dit finalement ma vie est écrite à l'avance, on peut rien changer? Qu'est-ce que vous pouvez dire vous aujourd'hui d'après votre expérience et vos études? Alors cette notion du fatalisme, on la rencontre beaucoup quand on parle de déterminisme causal, comme on en a parlé tout à l'heure. Et moi j'ai eu cette révélation à un moment donné pendant mes recherches qu'en fait c'était pas logique de confondre ces deux notions, et que au contraire, quand on parle de fatalisme, on a l'impression qu'on dit que quelque chose va arriver quoi que je fasse, et indépendamment de mon action. C'est-à-dire que tout ce que je peux décider, penser, n'aura aucune influence sur ce qui va arriver, parce que c'est fatalement écrit et que ça va advenir, quoi. Au contraire, le déterminisme causal, comme je l'ai compris en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui permet la causalité, qui permet l'efficacité, qui permet que mes actions dans le monde auront des effets et auront des conséquences. Donc c'est l'inverse, en fait. C'est que ce qui va arriver est la conséquence de ce que je fais aujourd'hui. Ça n'est pas quelque chose qui contournerait mes actions. D'accord, je crois que c'est vous qui dites, c'est en fonction de ce qu'on va faire aujourd'hui qu'on écrit demain. C'est ça. C'est l'idée, c'est que, en fait, le déterminisme causal, si on ne le réduit pas à des choses purement matérielles, et quoique, et encore que si on le réduit même à des choses matérielles, imaginons que nos pensées soient totalement le fruit de ce qui se passe dans notre cerveau. Donc, il vient pas de nous, de notre soi. Qui émerge du cerveau, quoi. Ça peut être un soi qui émerge de notre cerveau. Aussi. Qui en est la pure conséquence. Ça ne veut pas dire que l'enchaînement des causes et des effets me contourne. Même moi, si je suis uniquement un cerveau, si vous voulez, ça me contourne pas. C'est quelque chose qui m'inclut dans l'enchaînement des causes et des effets. Ça vous inclut, mais est-ce que vous en prenez part à cette évolution du coup? C'est là où on se dit, est-ce qu'on prend part ou pas à l'enchaînement des événements? Est-ce qu'on a une influence sur les événements? C'est là où, pour moi, le fait que cet enchaînement m'inclut
Ça veut dire que moi, en tant qu'être humain qui pense et qui prend conscience de certaines choses ou qui dirige mon attention d'une façon plutôt que d'une autre, ben, j'ai un rôle à jouer parce que sinon, je pourrais très bien me dire ben, je reste dans mon lit toute la journée, toute ma vie et finalement, ce qui va arriver demain, ce sera pareil. Mais c'est faux. Parce que justement, le fait de prendre part d'une façon ou d'une autre aura une influence sur ce qui va se passer. Alors moi, ça m'est arrivé ça, Christelle. Je vous ferai dire. J'ai dit, je parlais de ça avec un ami. Je fais, mais tu sais, tu me dis, Krishnamurti dit, oui, il y a rien à faire dans la vie, il y a rien à faire, faut laisser faire. Je dis, bah si je reste dans mon canapé, il va rien se passer. Et là, le Covid arrive, donc on reste tous dans nos canapés. J'ai dit, bah voilà, on va bien voir ce qui va se passer. Et là, le téléphone sonne parce qu'il fallait faire des émissions. À distance, et du coup, on a fait plus d'émissions que d'habitude. Donc, quelque part, en ne faisant rien, les choses se passent quand même. Alors, si je n'existe pas, on m'appelle pas, mais comment vous voyez ça, vous? Ah bah moi, ça me fait penser un peu au lâcher-prise, ouais, quelque chose... c'est un peu différent pour moi. C'est l'idée que bah, quand on est finalement plus présent au moment, il y a des choses qui vont peut-être nous arriver, enfin, ouais. On entend souvent, il y a des personnes qui disent, voilà, j'ai jeûné pendant 8 jours, j'ai médité tout le week-end, et au dernier moment, au dernier jour du jeûne ou du week-end, il se passe un truc, quoi, comme s'il y avait une ouverture spatio-temporelle qui avait été créée par ce lâcher-prise. Donc, est-ce que finalement, pour être plus conscient, puisque c'est le but du jeu, hein, visiblement, d'être plus conscient pour être plus libre de ses choix, la question du lâcher-prise est importante peut-être aussi. Tout à fait, complètement, je suis tout à fait d'accord avec ça. Alors, ça ne veut pas dire rester dans son canapé toute sa vie, et voilà. On est d'accord, c'est des moments de lâcher prise, et ça rejoint ce que je dis sur l'attention. En fait, effectivement, quand on est dans cet état de présence et d'ouverture au monde, finalement, il peut arriver quelque chose de totalement différent que si on est dans le stress du quotidien, etc. Donc c'est vraiment votre message, c'est de faire en sorte d'augmenter ses capacités, vous les appelez les capacités attentionnelles. Tout à fait. Les capacités attentionnelles au sens large, et ça inclut donc comment je dirige mon attention pour accueillir la perception, mais ça inclut aussi la prise de conscience de données sur la psychologie, sur les neurosciences, sur mon éducation, sur mon passé, et qu'est-ce que je fais avec ça. C'est ce qui fait qu'on va passer d'une vie où on se laisse porter par un destin où on se laisse comme un bateau à la dérive, ou au moment où on va reprendre possession de la barre, hein, si on parle du bateau, et prendre la direction des événements. Et donc là, on parlerait de libre arbitre à ce moment-là. Voilà, et ne pas confondre, comme vous dites, reprendre la barre avec une espèce de surcontrôle, parce que des fois, on a cette tendance aussi à vouloir tout contrôler, et c'est l'inverse du lâcher-prise qu'on évoquait là, où effectivement, on peut aussi être plus attentif au présent, sans être dans la course effrénée, quoi. C'est comme si on était un petit peu la marionnette et le marionnettiste. La marionnette qui est là, qui est en lâcher-prise complet, mais on est aussi la marionnettiste c'est un mix des deux, peut-être. Oui, c'est un mix des deux. Ça me paraît bien. Merci. Finalement, on a l'impression que même si on doit être boulanger, parce que voilà, on est bien dans ce métier, même si ça vient de nos parents, grands-parents, on peut le faire en le choisissant. C'est un peu l'idée que quelqu'un serait maçon, mais il y avait des maçons qui étaient à une époque des esclaves. Ils n'avaient pas le choix. Mais là, on fait le même métier, mais par contre, c'est par conviction, c'est par choix. Ça me fait penser un peu à une problématique qui m'intéresse particulièrement. Par exemple, un fils d'agriculteur aujourd'hui. Oui. Comment il va effectivement s'approprier ce métier familial dans le contexte actuel.
Ça pose quand même un certain nombre de questions. Et je pense qu'il exercera son métier d'une façon un peu différente. Peut-être en prenant conscience à la fois des enjeux climatiques et d'où vient son intérêt pour ce métier. Mais voilà, peut-être en se distanciant un petit peu des procédés anciens. L'idée, c'est moi, j'ai déjà entendu ça. Quand tu fais quelque chose, est-ce que tu te demandes pourquoi tu le fais? Et là, à ce moment-là, on peut se dire, OK, je le fais, je continue à être agriculteur, ou je n'ai pas envie d'être agriculteur. En tout cas, si je continue, pourquoi je le fais et comment je vais le faire? Et là, ça serait du libre arbitre pour vous, du coup. On passerait dans quelque chose au niveau de la liberté de faire. Ben oui, enfin, je pense que effectivement, cette interrogation, elle est très importante. Pourquoi? Enfin, ça paraît évident, mais parfois, on fait des choses et on a une petite voix qui nous dit, mais pourquoi, en fait? Et d'ailleurs, ça peut donner lieu à des prises de conscience et à des changements de trajectoire très importants. Moi, je me souviens que quand, justement, j'ai terminé cette thèse, que j'ai enseigné, que j'ai essayé d'avoir un poste en université, à un moment donné, je courais tellement pour essayer d'avoir ce poste. Et à un moment, je me suis posée, je me suis demandé, mais pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Et la réponse n'a pas été évidente. D'ailleurs, voilà, ça a donné lieu à un gros changement de trajectoire dans ma vie. Vous étiez peut-être dans une sorte de déterminisme, de chemin, de destin inconscient. Alors, je me suis rendu compte à ce moment-là que, effectivement, la trajectoire universitaire, elle était très bien vue par ma famille, mes grands-parents, que c'était quelque chose qui donnait lieu à une grande fierté. Et voilà. En prenant conscience de ça, on peut se dire, est-ce que je le fais vraiment pour moi ou est-ce que je le fais pour mes ancêtres, peu importe la génération. Et si on le fait, en tout cas, on va le faire du coup à notre façon et vraiment en conscience, quoi. En le choisissant en conscience. Voilà, merci pour ce mot. D'ailleurs, vous pouvez retrouver cette thèse de doctorat qui s'appelle « Un nouveau libre arbitre » et qui a été édité, félicitations, aux éditions du CNRS. Toutes les thèses, peut-être, sont éditées aux éditions du CNRS ou pas forcément? Non, pas du D'accord. tout. D'ailleurs, j'ai eu énormément de chance. Je ne sais pas ce qui s'est passé. D'ailleurs, un petit parallèle, c'est peut-être une synchronicité, mais j'ai signé ce contrat avec mon éditeur le lendemain du décès de mon grand-père. Voilà, donc c'est quelque chose pour moi qui est fortement relié à lui. Et non, pas du tout. C'est très rare que les thèses, ça arrive, mais c'est assez rare que ce soit publié finalement. En tout cas, c'est très très bien écrit et c'est très enrichissant. Merci beaucoup, Christelle, d'être venue nous voir du Lot pour nous partager quelques notions entre destin et libre arbitre. Et on a l'impression avec vous qu'effectivement, si on se sent un petit peu enfermé dans un chemin tout tracé, qu'il est possible peut-être de retrouver un libre arbitre si, je vous reprends, hein, on y met plus de conscience. Est-ce que vous voulez conclure? C'est tout à fait ça. Je voudrais seulement apporter une nuance. C'est que, voilà, il y a quand même des conditions pathologiques qui entravent cette prise de conscience. Voilà. Donc, il ne faut pas non plus dire tout est dans notre pouvoir, on peut vraiment être libre, être maître de soi. Dans certains cas, on a besoin d'une aide extérieure, on a besoin de traitements médicamenteux. Voilà, donc ça, c'est juste la petite... le petit bémol que d'accompagnement. Oui, mais voilà. de toute façon, quand il y a un changement notable dans nos vies, une transition forte, qu'elle soit dans nos activités ou dans notre travail sur nous-mêmes, souvent c'est pas mal de faire ça à plusieurs. De demander de l'aide, oui, tout à fait. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Christelle Lapourchot. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de nous écouter. Nous espérons que cet extrait vous a plu et vous inspirera. Découvrez la suite de ce dossier audio dans les épisodes suivants, disponibles en intégralité pour nos abonnés sur Inexploré Digital. Et surtout, n'hésitez pas à partager autour de vous nos contenus. À bientôt.
Des mystères du monde à l'extraordinaire dans nos vies. Inexploré propose des enquêtes, des expertises et des articles pratiques pour permettre à chacun d'ouvrir son esprit afin de se mettre en route sur les chemins de la sagesse et du bonheur. Abonnez-vous pour aller plus loin, soutenez-nous et profitez de toutes les versions longues de nos contenus sur Inexploré Digital. À bientôt.